j'étais prof, j'étais hyper rationnelle, hein. Donc tous ces trucs-là, pour moi, c'était pas sérieux et c'était vraiment du folklore et des trucs de bonne femme. Il est venu avec sa propre voiture personnelle, m'emmener directement à l'hôpital. Il m'a expliqué un peu après que je faisais une aplasie médulaire. Il m'a appelé le soir et je lui ai dit, je vois plein de trucs partout. C'est quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Il me dit, je t'ai rebranché à la terre et donc c'est ton troisième œil qui s'ouvre. Je suis restée dans cet état-là pendant un mois. Et pendant un mois, en fait, le matin, je me levais, je sortais, et je voyais la nature et en fait, je pleurais de bonheur. Bon, j'aime bien ramener à cette idée qu'on voit qu'une partie du spectre de la lumière, on n'entend qu'une partie du spectre des ondes sonores. Donc c'est juste logique qu'il y ait autre chose qui existe au-delà de tout ça. Je pense qu'on peut tous le faire et qu'on a perdu ces capacités-là. Quel conseil aurais-tu pour les gens qui se trouvent dans cette situation? Je crois que le premier truc à dire, c'est genre, c'est normal, pas de panique. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission aujourd'hui Mathilda Moutoussamy. Mathilda, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci, bonjour Rémi, et ravi de retrouver toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Ça te va, j'aime bien rentrer directement dans le vif du sujet et peut-être te demander à quoi ressemblait ta vie avant ton expérience de mort imminente. C'est une sacrée question. Avec tout le recul, parce que ça s'est passé quand même il y a un petit moment pour moi, dans ma vingtaine. Donc oui, et ça s'est passé exactement il y a 20 ans. Avec le recul, avec beaucoup de recul, je dirais que je vivais vraiment à côté de mes pompes. Mais sur le moment, c'est pas ce que j'aurais dit quelques années après. C'est vraiment avec le recul et tout le cheminement qui a pu être fait depuis, quoi. Est-ce que tu étais déjà spirituel à l'époque? Est-ce que tu avais un background religieux ou pas du tout? Quelle est ta relation avec tous ces phénomènes-là? Alors moi, je suis métisse, donc j'ai un pied en France, un pied en Guadeloupe par mes origines. C'est-à-dire que j'ai grandi dans des milieux où des trucs holistiques existaient, on va dire, et plein de ce que moi je posais sous l'appellation superstition, du coup. Donc ça faisait partie Mmh. de mon environnement familial. Après moi, j'avais une appétence particulière pour tous les textes sacrés parce que j'ai toujours été une grosse lectrice et quelqu'un de très curieux. Donc j'avais beaucoup lu. J'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran, pardon. J'ai lu plein de textes hindous, bouddhistes, et cetera. C'était vraiment plus mon approche était plus intellectuelle, on va dire, à l'époque. Plus tout le reste que moi je mettais sous l'appellation folklore et dont je voulais pas trop entendre parler. Et justement, qu'est-ce qui s'est passé alors, il y a 20 ans? Il y a 20 ans, ça s'est passé de la manière dont je l'ai vécu, c'est j'ai commencé à être malade de plus en plus, à faire infection par infection. Donc c'était l'hiver. Au début, je me suis dit: «Bon, voilà». Jusqu'au moment où je me mets vraiment où j'avais des difficultés à marcher vraiment et je rappelle le médecin, je dis: «Quand même, ça je sais que j'ai de la fièvre, mais je sais que j'ai une C'est infection, hein, costaud. mais et je fais 3 pas, je suis essoufflée, il y a un problème, quoi». Et le médecin, je l'appelle, il me fait: «Oui, non, c'est la fièvre, et cetera». Sauf que moi, ça continue, en fait, après avoir vu ce médecin-là, j'ai appelé le médecin à domicile parce que j'étais pas capable de me déplacer. Il me fait: «Oui, c'est la fièvre et tout». Et moi, juste après, je me mets au lit et je sens que, si je ferme les yeux, je vais mourir, ou que si je ferme les yeux, je vais partir. En fait, c'est clair et net. La sensation, est vraiment très, très claire et nette pour moi. J'ai pas appelé les urgences parce que j'avais déjà vu un médecin. En fait, j'attendais 8 heures du matin pour appeler mon médecin. J'ai rappelé mon médecin dès 8 heures du matin qui m'a envoyé directement faire une prise de sang. Mmh. Donc quand j'ai fait la prise de sang, je suis rentrée chez moi. Le laboratoire m'a appelé 1 heure après pour me dire: «Faut que vous fassiez votre sac, vous allez partir à l'hôpital, quoi. Quelqu'un va vous rappeler», voilà, en gros, une grosse urgence. Je fais mon sac et c'est le spécialiste, qui me suivait à l'époque du coup, un gastro-entérologue qui est venu me chercher chez moi. Il est venu, avec sa propre voiture personnelle m'emmener, directement à l'hôpital. À l'hôpital, on m'a pas expliqué aussi tout de suite, mais tout de suite ponction lombaire, on m'a expliqué un peu après que je faisais une aplasie médulaire, mais voilà, moi je savais pas ce que c'était une aplasie médulaire. Il a fallu un peu de temps pour comprendre. Je prenais un médicament pour une maladie auto-immune et j'ai fait une Mmh. réaction allergique en fait, qui aurait dû être vue avant et j'ai fait une réaction et j'avais plus de production de globules rouges et globules blancs et de plaquettes dans le sang. Donc j'étais à un taux très, très bas, le taux des grands accidentés de la route qui ont perdu beaucoup de sang ou les leucémiques en fin de vie. Donc j'ai été hospitalisée directement en chambre, on appelle ça chambre stérile du coup. Hem et il fallait attendre, le gros truc, c'était que les poches de sang arrivent du coup.
parce qu'il me fallait des transfusions vraiment, en urgence, quoi. Et moi, pendant tout ce temps-là, donc tout était toujours très, très, très ralenti. Je me sentais pas mal. Je me suis jamais sentie mal dans cette expérience-là, à aucun moment. À part, quand, je sentais que j'allais partir la nuit d'avant, où je voulais pas fermer les yeux et j'avais pas envie de partir, mais c'était pas non plus triste, en fait. J'ai fait cette lettre pour dire à Mmh. tout le monde que je l'aime et cetera. Il y avait pas eu de stress, il y a pas eu de panique, il y a pas eu d'anxiété. C'est très difficile à décrire comme état. Je me sentais très stable, très, très calme, on va dire. C'était très, très, très Mmh. calme, en fait. C'est comme si les émotions, elles étaient un peu en background, du coup, d'une certaine manière. Elles étaient là, mais un peu, elles prennent pas toute la place comme elles peuvent le faire parfois Mmh. à d'autres moments dans la vie, quoi. Et moi, dans la chambre d'hôpital, j'avais clairement, je me rappelle, c'était dans le coin à gauche, j'étais toute seule dans la chambre, c'est les chambres stériles, on est tout seul. Et dans le coin, pardon, droite, du coup, bah, il y avait, moi, ce que je me représente la mort, dans le folklore européen, du coup, squelette avec la grande cape et la faux, quoi, en fait. Il y avait ça dans le coin. Et Quand j'en tu ai dis qu'il y parlé. avait ça, c'était de la décoration ou c'est ce que toi tu Je voyais voyais? quelqu'un d'assis dans le coin, en fait. OK, J'en ai parlé aux infirmières, drôle de et déco, en disant, «Je crois que beaucoup de j'ai des déco pour aller voir. hallucinations», j'en ai parlé, elles m'ont fait: «Oui, oui, oui, ça arrive souvent dans ce me», elles m'ont dit que oui, c'est des choses qui arrivent ouais, de ce service d'hôpital, quoi. Je dis: «Oui, ça arrive», parce qu'elles se sont confrontées à des gens qui sont proches de la mort ou sous médicaments ou voilà. Bon, j'étais pas sous médicaments, mais voilà, il y avait ça qui est resté là. Bon, en gros, ça s'est arrêté quand les poches de sang sont arrivées, en fait. Moi, j'ai senti que j'étais réellement pris en charge, que c'était OK et j'ai senti que je pouvais dormir. Et donc, j'ai dormi à ce moment-là, mais j'ai passé quasiment ouais, 36, un peu plus de 36 heures, pas complètement 48 heures, sans dormir et pendant tout ce temps-là, c'était vraiment si je dors, je sais que je vais partir. OK, et est-ce que du coup donc après cet épisode, où tu as frôlé la mort, est-ce que tu as immédiatement eu un éveil spirituel ou tu as un peu refermé cette porte-là, tu as vécu tu as vu ta vie? Tu parlais du concours. Je veux bien que tu nous parles un petit peu de ce qui s'est passé juste après et puis qu'est-ce qui s'est passé où, tu as réouvert ce chapitre-là? De prime abord, je dirais, non, j'ai pas eu du tout eu d'éveil spirituel. J'ai eu tendance à remettre, la cloche là-dessus et en même temps, bah, la question c'est qu'est-ce que c'est que l'éveil spirituel? Hem Parce que ce qui s'est passé vraiment après, c'est que j'étais vraiment hyper méga heureuse d'être en vie, en fait. Parce que j'ai bien senti que j'étais passée pas loin et du coup, cet épisode-là, il s'est passé, alors que je passais le concours de prof, concours de CAPES, donc entre l'écrit et l'oral, du coup. Et donc Mmh. j'ai passé l'écrit avant dans cet état, j'étais en pleine aplasie médillaire. La rentrée à l'hôpital s'est fait 4 jours après l'écrit. Et donc, moi, j'ai dû aller aux oraux. Je me rappelle plus exactement du timing, mais je sais que ma moelle osseuse, j'avais pas encore retrouvé Mmh. les taux normaux, quand je suis allée aux oraux, quoi. Et en fait, bah, à l'époque, prof, c'était encore, c'était pas aussi déconsidéré qu'aujourd'hui. C'était un peu plus difficile en France. Et donc tout le monde était stressé, en fait. Et c'est un grand souvenir, en fait. J'étais juste en train de kiffer la vie d'une manière assez incroyable. Je me rappelle je profitais, c'était à Châlons-Champagne, donc je profitais pour boire des coupes de champagne. C'est pas cher, c'est accessible, c'était le printemps. C'était le premier rayon de soleil, donc de boire du champagne en terrasse. Je voyais tout le monde, voilà, stressé, s'activer et cetera. Donc j'avais révisé, mais enfin sans non plus, voilà, parce que quelque part ça met de la distance. C'est OK, je passe un concours, mais ouais, le plus important, c'est que je Ouais, suis en vie, en c'est fait. de relativiser, quoi. C'est C'est beaucoup sûr. plus important, quoi. Et il y a eu plein de petites choses comme ça. Au départ, j'étais chez moi, donc je me déplaçais sur ma chaise de bureau qui avait des roulettes. Heu, Ça fait voir le monde complètement différemment. J'habitais en colocation avec une personne tétraplégique à l'époque. On allait faire les courses ensemble, je m'asseyais sur lui et on allait ensemble faire les courses. C'était un peu Fort Boyard, on mettait les affaires sur nous et on rentrait comme ça. C'est-à-dire déjà ça a OK. changé complètement, la manière de voir les choses, c'est-à-dire voilà, il y a plein de choses, c'est vraiment pas grave, quoi. Voilà, Mmh. ça met beaucoup de distance, par rapport à plein de choses sur lesquelles on se focus. Et il y avait vraiment un plaisir d'essence, par exemple quand je parle d'être en terrasse, en train de boire cette coupe de champagne, il y a vraiment ce truc-là de, je sais pas comment dire, enfin, le bonheur c'est simple. Déjà, il y a ça déjà. Le bonheur c'est très, très, très simple. Et je me rappelle très bien parce que c'était les premiers de rayons soleil quand on peut se mettre dehors au printemps en France. Voilà, quand tu prends le temps de vraiment ressentir ça, heu,
C'est juste incroyable, en fait. Pourquoi on a besoin d'autre chose, en fait? Mmh. D'autre chose Ouais, que donc ça. ce que je comprends, c'est que tu l'appelais pas forcément un éveil spirituel, mais ta compréhension aujourd'hui, c'est que c'était déjà peut-être un certain éveil où tu te rends compte tout d'un coup de la beauté du quotidien? Je pense, ouais, quand tu frôles la mort, j'avais le fait comment dire? De profiter des sens corporels beaucoup plus profondément, heu et aussi de la capacité de distance mentale aussi avec beaucoup de choses. Enfin, ça suffit à voilà, à beaucoup de bonheur. Est-ce que c'est un éveil spirituel? Souvent, on décrit un éveil spirituel comme quelque chose de il y a plein de choses qui s'ouvrent et cetera. J'en ai Mmh. vécu un après, plus tard. Mais à ce moment-là, c'était en fait, d'un point de vue si on utilise le vocabulaire énergétique, c'était beaucoup plus ancrage, du coup. C'était vraiment de l'ancrage. Je suis Dans le heureuse d'être corps. vivante, je profite à fond. Les petits riens de la vie quotidienne étaient juste incroyables, un peu comme on est enfant, en fait. Juste tout est incroyable. Tu as un gâteau, tu es tellement content. Mmh. Voilà, tu as rien, tu es content. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose comme ça, quoi. Et si on devait du coup faire, zoom en avant et qu'on arrive justement à cette prochaine étape où là, tu as ce que tu considérais comme un vrai éveil qui est arrivé, qu'est-ce qui a amené à cette étape-là et comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Ça s'est passé 6 ans après, exactement. C'est, l'aplasie, c'était en OK. 2005 et ce que je peux réellement appeler éveil, parce que ça ressemble à ce qu'on appelle éveil, normalement, Mmh. de manière globale, c'était en 2012 et j'étais malade. Moi, quand l'aplasie s'est passée, c'est à cause d'un médicament, d'une maladie auto-immune. Mais 6 ans après, je suis toujours en galère de traitement, justement parce qu'il y a certains traitements que je peux plus prendre. Je fais tout le temps des réactions, aux médicaments, donc je suis en impasse thérapeutique, c'est une grosse galère, donc je commence à aller voir, à aller piocher dans autre chose que la médecine. J'ai mis du temps à me comprendre elle était, enfin voilà, elle m'a plus maltraitée qu'autre chose au final, mais j'ai mis du temps voilà, à aller chercher. Justement parce que j'avais dans ma tête que les trucs alternatifs, c'est du folklore et que je veux pas trop en entendre parler, quoi. C'est un peu la force des choses. Qu'avec une approche, un peu sceptique, mais j'ai tout testé, ça marche pas, je vais explorer les trucs un peu plus à la marge, on sait Exactement. jamais que ça fonctionne, quoi. Et j'étais prof, j'étais hyper rationnelle, hein, enfin tous ces trucs-là, c'était vraiment pas Prof de quoi normal. d'ailleurs? Prof de Histoire français ou? histoire géo. Et tout donc tous ces trucs-là, pour moi, c'était pas sérieux et c'était vraiment du Mmh. folklore et des trucs de bonne femme et je suis désolée, parce que voilà, de ma perception de l'époque, mais bon, c'était comme ça que je réfléchissais. Donc c'était vraiment par la force des choses et aussi ça s'est fait par des biais. Moi, je suis allée voir une psychologue et la psychologue a commencé à me parler de chakra et d'aura et je me suis dit: «Oh là là, je suis tombée sur quelqu'un de perché». Mais comme j'étais décidée, j'étais dans un mood, faut que je guérisse, il faut que j'aille jusqu'au bout des choses. J'ai choisi cette psychologue, je vais y aller, voilà, je vais pas changer, c'est pas le moment de changer, et cetera, quoi. Et pareil, il y a vraiment une bascule qui s'est faite. Je suis allée voir, en fait, il y a tout j'en parle autour de moi et tout le monde me dit: «Est-ce que tu es allé voir docteur untel?» Tout le monde me dit: «Tu qu'est-ce que tu es allé voir docteur untel?» et cetera. Je dis: «Mais non, je connais pas» et tout le monde me disait: «Va voir ce médecin-là» parce qu'il soignait en énergétique et donc je vais le voir. Qui me fait un truc un peu bizarre, qui ressemble plus à ce que font les magnétiseurs. J'en ai déjà vu, enfin voilà, ça faisait partie de mon environnement familial du coup. Sur le moment, je sens rien du coup, mais quand je suis sortie de sa séance du coup, j'avais une envie irrépressible de mettre mes pieds dans la terre. On était en ville, donc j'ai enlevé mes pieds chaussures, j'ai marché pieds nus jusqu'à trouver un petit carré au pied d'un arbre du coup, parce que j'avais trop besoin, c'était vraiment, genre un besoin irrépressible de mettre les pieds dans la terre. Donc j'ai regardé à droite, à gauche, je me suis dit: «Attends, si on me voit, qu'il y a quelqu'un que je connais qui me voit, va me prendre pour une perchée». Et c'est que à ce moment-là que j'ai vraiment regardé autour de moi, parce qu'à un moment j'étais focus, j'ai dit: «Ah, il faut que je mette, mes pieds dans la terre». Quand j'ai regardé autour de moi, je voyais plein de couleurs partout. Je me suis dit: «Oh» et là je me suis dit: «Oh bordel, qu'est-ce qui se passe?» Je voyais des couleurs partout, superposées, superposées. J'étais un peu dans un état de conscience quand même très, modifiée, donc j'étais très lente. Au bout d'un moment, je suis rentrée dans le cabinet, je suis allée voir la secrétaire, je lui ai dit, je l'ai pris un peu à part parce qu'il y avait plein de gens dans la salle et je lui ai dit, Attends, le verre d'eau que vous «Bon» m'avez passé, il y avait pas quelque chose là? et «Oui, je vois des trucs, c'est normal» et elle m'a fait, «Écoute, je dirais au docteur de t'appeler ce soir quand elle aura terminé, quoi» et du coup, bref, je repars et je vois Parce que que pour le coup, c'est un vrai docteur ou c'était comment est-ce qu'il se présentait? Est-ce que c'était ça s'est passé à la médecin règle. généraliste qui faisait, Ouais, c'était un médecin généraliste vraiment. Bah, c'était un médecin généraliste, il était connu, il est à la retraite maintenant, il était connu pour, faire beaucoup plus que la médecine, OK. générale, du coup. Je ne sais pas pourquoi il est visiblement il n'a pas été embêté Mmh. C'est qu'il était voilà, discret. je suis rentrée chez moi et en fait, il m'a appelée le soir et je lui dis: «Je vois plein de trucs partout, c'est quoi? Qu'est-ce que vous m'avez fait?»
Et il me dit: «Bah, je t'ai rebranché à la terre et donc c'est ton troisième œil qui s'ouvre». Moi, tout ce vocabulaire, j'étais pas familière de tout ce vocabulaire-là à l'époque. Le fait Mmh. il ait eu l'étiquette, qu'il soit officiellement médecin, évidemment, ça me rassurait aussi, d'une certaine manière, quoi. Et hem et je suis restée dans cet état-là, pendant un mois. Un mois. Et pendant un mois, en fait, le matin, je me levais, je sortais, je regardais devant chez moi et je voyais la nature et en fait, je pleurais de bonheur, en fait, pendant un mois et je parlais très lentement, un peu comme quand on a pris des drogues ou ce genre de choses. C'est un peu la et surtout, il y avait la vision et aussi la sensation, en fait. C'est comme si je sentais vraiment tout autour de moi, en fait et dans la vision, c'est comme si je pouvais zoomer et regarder en détail parce que ça a duré un mois donc j'avais du temps et Mmh. c'est comme si j'ai eu l'impression de pouvoir observer la photosynthèse. Quand je regardais les plantes, je voyais des choses qui émanaient, et qui ren enfin voilà, il y a des espèces de flux. Je me suis dit: «Tiens, c'est bizarre». Je vais sur internet, je vérifie comment ça fonctionne, je dis: «Ah tiens, mais ça ressemble vraiment, enfin voilà, j'ai pris beaucoup de temps pour, observer les choses au niveau des humains, au niveau les plantes vivantes, les animaux et cetera. Et comment est-ce que tu l'as vécu sur le moment? Est-ce que ça te faisait un peu peur? Est-ce que tu le comprenais? Comment est-ce que tu le vivais? C'était un mélange de peur et d'extase, je dirais. C'est vraiment un état, super génial, qui était juste gênant, parce que pour gérer les choses de la vie quotidienne, j'étais Ouais. un peu Pareil, lente. t'étais encore prof à ce moment-là? Et à ce moment-là, je travaillais pas du coup, OK. je travaillais pas à cette période-là, donc j'ai vraiment eu du temps, vraiment, Mmh. en off et c'était presque plus gênant. Ce qui était plus gênant, c'était, j'étais en couple et mon compagnon, il avait du mal à se on avait du mal à se comment dire? À se calibrer et à discuter. Il comprenait pas trop la Mmh. nouvelle personne qu'il avait en face de lui. Et OK. il y a des choses super intéressantes. J'entendais je crois que le truc le plus beau, en fait, c'est comme si les la forêt, elle émet un son, en fait et ça, je l'entendais, en fait. Je pourrais l'appeler le chant des arbres et je l'entendais et du coup, même quand j'y repense, j'ai envie de pleurer, hein, c'est tellement beau et pareil, tout dans la nature, je me disais: «Ah mais tout est tellement beau», en fait. J'étais dans cet état-là, en fait, le fait de voir l'énergie qui émane, du coup, de chaque chose et ça vibre d'amour. La sensation principale que j'avais, c'était d'être entourée d'amour et c'était de voir que la terre, elle vibre d'amour, la mer, l'océan, les plantes, il y a tout qui vibre d'amour et même au niveau humain, même quand tu rencontres des gens qui, font pas des choses cool et cetera, il y a toujours cette vibration, je sais pas quelle autre. Peut-être qu'on manque de mots, le truc qui ressemble le plus, c'est amour, du coup. Je sais pas, peut-être qu'il y a d'autres mots qu'il Mmh. faudra mettre dessus et c'était un état d'extase pendant, un mois où j'étais en train de m'émerveiller encore plus qu'un gamin, genre c'était genre et puis il y a ça, puis et puis j'arrête pas de pleurer. Ça j'arrête pas de pleurer, mais de beauté et mais mon Dieu, c'est incroyable en fait, du coup, c'est fou, quoi Mmh. et ça a duré un mois et c'est moi qui l'ai fermé parce que je me suis dit: «Bah» enfin, il y avait la problématique de couple qui était là aussi, qui a beaucoup joué dans la balance. Je me suis dit: «Bah, voilà, je peux si je reste dans cet état-là, j'ai l'impression que mon couple, je vais le perdre en fait, du coup». Hem, à cette époque-là. Mais au tout début, j'ai eu beaucoup de flips, donc il y a le médecin qui m'a appelé, qui m'a dit: «Ouais, c'est ton troisième œil». Je pratiquais du qigong, je suis allée voir mon prof de qigong, je lui ai dit: «Écoute, je suis allée voir le docteur untel, depuis je vois des couleurs partout, c'est quoi ce délire?» Je me suis dit: «Bon, c'est quelqu'un qui fait du qigong, peut-être qu'il a, voilà» et il me dit pareil: «C'est ton troisième œil qui s'ouvre» et il m'a envoyé voir, un moine bouddhiste du coup, on va dire le représentant du bouddhisme tibétain, du coup dans le coin. Je suis allée le voir et pareil, je lui dis, «Bah, je vois des couleurs partout». Je fais: «Quoi?» Il me fait: «Bah, c'est ton troisième œil qui s'ouvre» et c'est là où il m'a donné une réponse intéressante. Il m'a dit: «Beh, maintenant, faut que tu décides qu'est-ce que tu veux faire avec lui». Ça, je me rappelle très bien ce qu'il m'a dit. Mais sinon, oui, j'avais besoin d'aller voir des personnes. Ça m'a rassurée, en fait. Le qigong, c'était rassurant Mmh. pour moi. Le médecin, c'était rassurant pour moi. Quelqu'un qui a fait des longues études de bouddhisme, c'est-à-dire c'est pas juste, voilà, tu travailles pas juste d'un coup. Enfin, il y a un processus pour devenir moine bouddhiste. Me dire: «OK, bon là, il y a des gens qui ont quand même un pied dans la rationalité, qui m'expliquent, OK, il y a de l'énergie aussi» et puis surtout ce truc-là Oui, quand ce les qui est moines intéressant aussi, c'est que c'est des traditions un peu différentes aussi. On ouais, a Qigong, c'est plutôt chinois, on a bouddhisme, c'est plutôt indien. Bon, ça reste, l'Est. Du coup, c'est intéressant que les 3 avaient, un peu la même compréhension du phénomène, malgré le fait qu'ils viennent de plein de cultures complètement différentes. et à ce moment-là, ça me rend fou, ils me disent tous la même chose, mais pourquoi? Et du coup, comment est-ce que tu as décidé d'intégrer, donc tu as décidé de refermer ce chapitre-là? Est-ce que c'est ressorti à un moment et peut-être un peu plus fort?
À quel point est-ce que c'est toi qui as voulu le réouvrir à un moment où tu étais prête ou c'est quelque chose qui est revenu un peu à la charge malgré toi? C'est quelque chose que j'ai fermé, mais vraiment avec la conscience de: «OK, c'est moi qui choisis comment j'ouvre et ferme la porte». C'est-à-dire c'était pas je referme complètement, parce que comme ça a OK. duré un mois, c'était vraiment beaucoup trop fort, beaucoup trop présent. C'est plus possible de le remettre en question. En fait, l'expérience est trop forte pour se dire, que c'est juste une hallucination, que c'est juste une dissociation, que c'est juste, quelque chose ou un délire mystique ou ce genre de choses et parce que c'était très ancré, c'était très rationnel d'une certaine manière, parce que ça corroborait ce que dit la science. Tout ce que je voyais, c'était pas fou, en fait. C'était plus possible, donc j'ai refermé, mais en décidant d'aller me former, moi, plus, j'étais toujours, avec mes problématiques de maladie, hein. Mmh. Après j'ai très rapidement après, je suis allée me former au Reiki, j'ai mis un pied dans le chamanisme. En fait, je suis très rapidement ma 1re, moi, mon objectif, c'était de me guérir. Ça faisait des années que j'étais, malade, du coup. Le 1er jour objectif, c'était ça. Je suis allée me former parce que c'était moins cher que d'aller faire des soins régulièrement, en fait. Parce que je travaillais pas et du coup, j'avais pas beaucoup des gros moyens, à l'époque. Donc c'était juste un calcul financier, hein, le fait de me former, à la base, basique, quoi et Mmh. chemin faisant, bah, j'ai appris à stabiliser, mes perceptions. Moi, Mmh. souvent les gens, ils travaillent pour ouvrir les perceptions. Moi, c'était le contraire. C'était vraiment, de stabiliser les choses et pas avoir Et concrètement, comment est-ce que ça se passait justement par rapport à toi? Enfin, comment est-ce que tu as compris comment contrôler ça et comment c'était quoi le processus? alors ça a été un processus long. On va dire que chaque enseignant que j'ai rencontré m'a donné une clé. Ça s'est un peu passé comme ça. J'ai la grande chance d'avoir des Mmh. enseignants qui étaient très humbles. Tous les premiers enseignants que j'ai rencontrés m'ont dit que j'étais plus avancée qu'eux et qu'ils avaient pas toutes les perceptions que j'ai et cetera. Ça peut être très facile de tomber sur des gens, voilà, qui prennent le pouvoir. J'ai eu que rencontré que des gens très, très humbles qui m'ont dit: «Écoute, moi, je vais te passer le savoir que j'ai et tu vas voir comment ça peut t'aider, ça peut t'aider». Donc la prof de Reiki m'a fait passer très rapidement les degrés de Reiki, ce qui ne se fait pas normalement, parce qu'elle a pensé et que ça s'est vérifié que ça allait m'aider, du coup, à stabiliser et à comprendre un petit peu ce que je vivais, du coup. Donc voilà, je suis allée voir je me suis formée à différentes choses. J'ai un peu enchaîné les stages à cette époque-là. Donc c'était plus ça s'est passé plutôt comme un puzzle. J'ai pas rencontré quelqu'un qui a pu me donner, la clé, du coup. Qui avait, on va dire, assez de connaissances pour pouvoir me dire: «OK, pour te stabiliser, ça va être ça», du coup. Donc c'était plutôt un puzzle où à un moment j'ai trouvé, voilà, les petites clés pour stabiliser. J'aime bien dire aussi que moi, l'ancrage est pas forcément simple, parce que moi, plus je m'ancre, plus j'ai toutes les perceptions qui s'ouvrent d'un coup, en fait. Donc c'est très déstabilisant, parce que généralement on dit: «Il faut s'ancrer», c'est la meilleure des choses, donc moi, l'ancrage était déstabilisant aussi. Donc j'ai dû apprendre, c'est comme si moi, ma grammaire, elle fonctionnait un peu différemment, il fallait que je comprenne un petit peu, comment c'est. Très rapidement, j'ai eu des enseignements sur des autres plans, en fait, du coup. Parce que j'étais un peu désespérée, je me dis: «Ah mais je vais trouver l'enseignant qui va pouvoir m'accompagner vraiment» et à chaque fois, je tombais sur des enseignants qui me disaient: «Non mais moi je vais juste te donner une partie, je peux pas tout expliquer». J'étais très frustrée, je dis: «Ah mais je peux pas trouver un maître, qui va pouvoir tout m'expliquer». C'était un combo de clés que je trouvais dans la matière, on va dire, avec des gens. Je reçois beaucoup d'informations dans les rêves ou juste quand on fait des méditations ou toute autre pratique, de voyage chamanique ou ce genre de choses, où je veux pouvoir récupérer et moi j'ai un gros volet voyage akashique, c'est-à-dire que je peux voyager dans les akashas très facilement. C'est venu très naturellement. C'est comme si, bah, en 2012 vraiment, il y a eu des petites étapes comme ça avant et en 2012 ça a tout rouvert et j'étais OK pour plus refermer. Je pense que c'était, et j'étais entourée par les bonnes personnes pour ne plus être complètement flippée et refermer complètement les choses et aussi, bah, ouais, avec ces enseignants qui étaient rassurants, même s'ils n'avaient pas, voilà, toutes les informations, à me donner. Donc très voilà, je suis un peu tombée, hein, dans tout le milieu ésotérique, chamanique, tout ça. Il y avait le côté, bah, j'ai besoin de me guérir et je voyais que j'avais une porte d'entrée un peu géniale pour avoir accès à plein, plein d'informations et les explorer, bah, soit avec d'autres personnes, soit moi-même aussi, du coup. Et après, bon, il y a, comment dire? Ce qu'on appelle le flow qui s'est mis en place avec plein de synchronicités, des rencontres qui se sont accélérées, où je pouvais j conscientiser des vies antérieures et donc comprendre plein de choses des vies antérieures et de pratiques que j'ai pu faire dans des vies antérieures et cetera. Donc ça a été, on va dire, un cheminement, lent, on va dire. Peut-être, je dirais en accéléré sur les c'est tout ça s'est passé quand j'étais sur l'île de la Réunion. C'est une île qui est un peu propice, hein, à ce genre d'éveil et
j'ai vraiment vécu des années initiatiques sur La Réunion où tu rencontres telle personne qui t'emmène à tel endroit, qui te remonte à quelle personne et tout ça est très cohérent et suit un fil et cetera. Donc ça s'est continué, voilà comme ça, au fil du temps. Et tu as mentionné du coup 2 fois l'année 2012, qui a été, je crois, dans le collectif, une année qui a marqué, ou en tout cas, qui a peut-être marqué par, l'absence d'événements ou en tout cas, en surface. Quelle est ta compréhension aujourd'hui de ce qui s'est passé ou pas en 2012 et comment est-ce que ça t'a impacté toi? Ouais, je le vois co la notion de fin du monde, c'est vraiment, on démarre, je suis totalement d'accord avec ce on avait prophétisé que c'était une fin du monde. Enfin, moi, je corrobore parce que je l'ai vécu d'une certaine manière, parce que ma compréhension du monde a complètement changé, du coup, après cette, heu, cette expérience-là. Et du coup, je suis en train de me dire que sûrement 2006 m'a préparée en manquant, du coup, d'une certaine manière. Et il y a une vague d'éveil spirituel pendant le Covid et la vague d'éveil spirituel avant, c'est en 2012. On est très nombreux à avoir connu cet éveil-là à ce moment-là. Et donc moi, j'ai ce parcours-là particulier de maladie, il fallait que je guérisse, et cetera. Mais voilà, on est nombreux à avoir vécu ça, en 2012. Je suis vraiment pas la seule à avoir vécu ce genre de choses, en dehors des circonstances un peu particulières qui étaient les miennes. Mais voilà, et pour moi, il y a vraiment une autre énergie qui se lève. Je le mets beaucoup en lien avec le fait que, le système solaire, il avance, dans l'univers et qu'on passe par d'autres espaces de l'univers, en fait. Moi, je le mets beaucoup en lien avec ça. La Terre a aussi un champ magnétique, enfin, dans son champ énergétique, elle est en train de changer, mais il y a aussi, voilà, l'espace cosmique dans lequel on est en train d'avancer, collectivement aussi. Moi, je le mets un petit peu en lien comme ça, donc voilà, il y a quelque chose de nouveau qui est né et moi, je travaille beaucoup avec les femmes et on est beaucoup à avoir vu en 2012, comme en 2012, voilà, j'avais eu des visions avant. En 2012, je peux dire qu'à partir de 2012, je suis clairvoyante. Clairement, dans l'énergie, on voit, il y a une énergie nouvelle qui se lève. Moi, j'aime bien dire, c'est comme un raz-de-marée. Moi, je mets ça, c'est le féminin sacré. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle énergie dans laquelle on infuse et qui est en train de bouger et faire changer plein de lignes, du coup. C'est le féminin sacré, à la fois, c'est le rapport à la terre aussi, le rapport au vivant, comment on respecte le vivant aussi. Donc on est dans cette nouvelle énergie qui, d'une certaine manière, va faire changer les choses. Il va y avoir des résistances aussi, ça se fait pas toujours de manière très, très fluide et c'est sur des temps longs aussi que ça se fait. Il y a vraiment on est dans il y a une nouvelle énergie qui s'est posée très clairement. Moi, c'est ce que je vois. On est assez nombreux, je pense, à le décrire d'une certaine manière comme ça. Un nouveau temps, qui arrive, mais qui arrive pas, voilà, ça se fait pas c'est pas visible forcément parce que le temps, c'est des temps longs du coup et que les humains mettent du temps à changer. Moi en Et 1er. peut-être, heureusement, je crois que dès que enfin, quand on commence à se renseigner, on est en mode: «Mais il faut que tout change maintenant» et puis une fois qu'on comprend un peu l'étendue, du changement éventuel, bah, tu dis: «Bah, c'est peut-être une bonne chose que ça se passe sur plusieurs années parce que sinon le psychique, individuel et collectif aurait peut-être du mal à s'en remettre». Et on doit avancer tous ensemble, donc il faut qu'on ait le temps que tout le monde soit plus ou moins d'accord. Parce que sinon ça va créer, des guerres ou des conflits, ça va pas être Et en cool. même temps, je pense que il vaut mieux que tout le monde ait pas la même transition en même temps parce que sinon ça peut être, aussi chaotique et il faut que la machine continue à tourner d'une certaine manière. Justement par rapport à ça, donc toi tu as parlé de ton parcours, que 2012 a été un tournant, que ça a été un tournant pour pas mal de gens. Tu as aussi parlé du Covid de 2019. J'ai l'impression, enfin curieux d'avoir ton intuition, mais que le raz-de-marée, comme tu dis, continue d'avancer et qu'il y a de plus en plus de gens qui continuent à s'ouvrir à ce type de questions et peut-être à se découvrir aussi des perceptions. Quel conseil aurais-tu pour les gens qui se trouveraient dans cette situation? Là où toi tu étais en 2012, qui commencent à percevoir des choses qu'ils comprennent pas forcément, et qui ont du mal à s'ancrer. Je crois que le premier truc à dire, c'est genre: «C'est normal, pas de panique». Je pense que c'est le premier truc. Moi, c'est le premier truc que j'ai eu besoin qu'on me dise, c'est genre: «C'est normal». Et je pense que c'est bête, mais c'est hyper important de dire: «OK, il y a d'autres personnes qui voient les choses comme vous. Allez parler avec ces autres personnes-là», et cetera. Hem Après, de rester les pieds ancrés sur terre, je pense que c'est très, très moi, je trouve que c'est très important. Pas dans le sens d'ancrage, mais dans le sens, bah, la réalité, elle existe toujours, en fait. Ça, c'est très important. Elle est toujours là. Elle ne change pas, la 3D est toujours là et je pense que, voilà, ce que j'ai vécu en 2006 m'a appris que c'est hyper important et que c'est juste super kiffant et que c'est beau aussi, quoi. Même si c'est complexe et compliqué, parfois, ouais, de dire, c'est normal, mais je pense qu'aussi il y a plein d'infos sur YouTube, on en parle beaucoup plus facilement aussi, donc
voilà, allez parler à des gens qui connaissent tout ça. Faites preuve de discernement aussi parce que ça peut être un miroir aux illusions, faut faire attention aussi. User du discernement et puis trouver un enseignant sérieux. Du coup, trouver un enseignant sérieux, je pense que c'est les étapes, principales, quoi. Et le premier truc, que j'ai envie de dire, c'est genre, voilà, c'est normal. J'aime bien, ramener à cette idée qu'on voit qu'une partie du spectre de la lumière, on n'entend qu'une partie du spectre, des ondes sonores. Donc c'est juste logique qu'il y ait autre chose qui existe au-delà de tout ça. Il y a 2 questions qui me viennent en tête. La première, c'est, tu as mentionné que le fait de mettre les pieds à la terre avait aidé. Pourquoi est-ce que ça aide? Tu vois, on parle aussi de la notion de faire un câlin à un arbre. Ça a été très, voilà, c'est tombé un peu dans le cliché, malheureusement. Est-ce qu'il y a une réalité derrière pour toi et pourquoi est-ce que ça marche? Quelle est la réalité physique derrière le mettre les pieds dans la terre aide à s'ancrer? Il y a plusieurs réponses à cette question. Moi, concrètement, il venait de me rebrancher ma prise terre, du coup, qui était débranchée. Donc c'est au niveau du pied droit. On a 2 prises terre au niveau des pieds, vraiment comme une pile, hein, plus ou moins comme ça, dont on a besoin, c'est notre première nourriture d'une certaine, manière énergétique. Quand on fait du vampirisme énergétique, c'est qu'on n'est pas bien branché à ça et que le monde occidental qui s'est imposé dans le monde entier et qui a imposé sa culture dans le monde entier est fondamentalement débranché de ça, débranché du sol, de manière globale. Après moi, j'ai mon histoire personnelle qui fait que j'étais débranchée, mais de manière globale, notre monde moderne, voilà, qui nous fait aller tout le temps plus vite, on passe de moins en moins de temps dehors, on est de moins en moins connecté à ça, fait que il y a quelque chose qui nous manque énergétiquement, en fait, et qui peut expliquer aussi ce manque que capitalise le capitaliste de: «Il faut acheter parce que du coup tu vas te remplir de quelque chose», alors qu'on a juste besoin d'aller dehors, en fait, et de se poser, juste naturellement. Parce que d'un point de vue énergétique, on a besoin. On a Mmh. besoin, c'est une nourriture dont on a besoin, comme on a besoin de la lumière, après à différents degrés pour pouvoir vivre, et de connexion, et de lien humain aussi. Donc moi, c'était vraiment donc c'était particulier, il venait de me rebrancher à la terre, donc la sensation, les pieds avaient besoin de retrouver ça et d'aller se nourrir, en fait, vraiment, en direct. Et sinon, de manière plus globale, par rapport à ta question, voilà, je pense que j'ai déjà un petit peu répondu. C'est-à-dire que moi moi, je me définis au jour d'aujourd'hui comme énergéticienne, et du coup, j'ai du mal à parler de spiritualité parce que la spiritualité parle toujours d'aller chercher ce qui est en haut, en fait, et que moi, ma perception, mes expériences et donc ce cheminement-là, il est de dire, ben, on n'a pas besoin d'aller chercher ce qui est dans le ciel. Ce qui est dans le ciel, de toute façon, est là et nous traverse dans tous les cas. On n'a pas besoin d'aller le chercher. On a besoin de s'ancrer, collectivement. Et pour moi, s'ancrer, c'est s'ancrer dans la terre, mais c'est s'ancrer au vivant, c'est s'ancrer soi-même, pour soi, justement, de retrouver cette prise terre parce que ça nourrit, tout naturellement, mais s'ancrer aussi aux autres, du coup, par rapport à l'individualisme qui nous fait perdre aussi énormément en énergie, sur la stabilité émotionnelle, nerveuse, voilà, et énergétique aussi, évidemment. Donc moi, j'ai vraiment cette notion-là que énergétiquement, ou si je mets le mot spirituel, on a besoin de descendre. On a besoin de descendre, et les énergies qui sont là-haut, on a besoin de les faire descendre. Moi, je suis pas Mmh. du tout dans le vocabulaire d'ascension. Au contraire, je suis dans le vocabulaire de: on a besoin de ça, on a besoin de se réancrer à la nature. Voilà, tous les peuples premiers en parlent mieux que moi, ils ont besoin de savoir qu'ils n'ont pas été, oui, et aussi, voilà, j'ai un milliard de choses à dire sur la question, mais moi, je travaille beaucoup avec les femmes, donc je me suis beaucoup intéressée. Pourquoi les femmes en Occident, en particulier, sont comme ça? Donc forcément, je me suis intéressée à la chasse aux sorcières. Du coup, j'ai compris que la chasse aux sorcières est reliée à la raison moderne et rationnelle, et reliée aussi au capitalisme, en fait. Tout ça, c'est un combo, donc mais il y a une prise de conscience qui est pas encore là, et que du coup, le fait d'être coupé de la terre est relié vraiment à notre environnement, rationnel. Mais ça va prendre du temps pour pouvoir déconstruire un petit peu tout ça. Plein de points hyper intéressants. Donc ce que je comprends en termes énergétiques, «simples» entre guillemets, c'est dis-moi si j'ai mal compris l'histoire, mais on est comme des espèces de, j'ai le mot en anglais, capacitor, donc des batteries qui accumulent un peu de l'énergie au quotidien, du bon, mais aussi un peu peut-être du mauvais, et qu'une fois de temps en temps, on a besoin de se rebrancher à la terre pour faire circuler l'énergie et cleaner, nettoyer un petit peu la batterie. Est-ce que c'est une bonne compréhension? Oui, je m'excuse parce que je suis partie un peu dans tous les sens, donc oui, pour répondre à ta question. En fait, c'est juste de passer du temps dehors, en fait, et même par rapport à on vit dans un monde qui est très anxiogène, du coup, qui est volontairement aussi, anxiogène. On nous demande de nous focuser là-dessus, et le fait de retrouver cet état de bien-être, il y a des fois, vraiment, il y a pas forcément besoin de faire quelque chose.
le fait d'aller dehors sans rien faire d'autre généralement, suffit énormément. Même quand il fait froid, quand on est en hiver, juste de se poser dehors sans rien faire, vraiment, ou de trouver un vieil arbre. En fait, les énergies synchronisent tout naturellement. On n'a pas besoin de se mettre en mouvement. Comme je disais, il suffit de mettre, pardon, les pieds dans la terre, ça se fait un peu tout seul. Voilà, avec des adaptations quand il fait froid. Voilà, et que marcher pieds nus chez soi, ça fait pas du tout la même chose que de connecter à la terre. Et aussi peut-être au-delà de batterie, c'est comme si on a vraiment besoin de cette énergie de la terre. Il y a une connexion ciel et c'est presque plus comme si on est un passage, en fait, et que l'énergie, on a Mmh. besoin qu'elle circule tout le temps. Et si on n'a pas la prise terre, l'énergie soit elle reste Ouais, il stockée y à a un l'intérieur. court-circuit et du coup Ouais. ça circule et pas, quoi. et on manque en énergie, on manque en énergie. Je pense que tout le monde a fait l'expérience. Les gens, quand tu passes du temps beaucoup dehors, tu sens, enfin, tout le monde a la sensation, même les gens qui sont pas sensibles, même les gens qui croient pas à l'aspect énergétique, et cetera. Le bien-être, on le sent, très naturellement. C'est ça qui est intriguant, c'est il y a plein d'apprentissages, spirituels qui commencent à se retrouver un peu dans le bon sens collectif. Ce qui est intriguant, c'est que du coup et ça peut être aussi une piste d'espoir parce que tu dis: «Bah, tout le monde n'a pas besoin d'être expert en spiritualité pour in fine en tirer profit aussi». Je crois qu'il y a un peu le point de bascule où une fois que tu as une masse critique de gens qui ont compris ces concepts-là, beh, qui vont juste disséminer l'information dans le collectif, pour que tout le monde puisse en tirer profit. Ce qui peut aussi être, une bonne piste d'espoir. Une autre question que j'avais, j'aimerais retourner sur un élément que tu as partagé que je trouve très intéressant qui est, hem, on a donc il y a le spectre de la lumière et nos yeux, notre physiologie est fait pour capter une certaine partie du spectre et que d'une certaine manière, hem, ce qu'on appelle les, sens, extrasensoriels, enfin les capacités extrasensorielles sont juste la capacité à percevoir un petit peu en dehors du spectre classique. Je serais curieux d'en apprendre plus sur quelles sont toi tes capacités aujourd'hui et comment est-ce que tu les perçois? OK. Hem, quand En termes de clairvoyance, quand je vois, c'est vraiment comme sur les logiciels de retouche photo, où c'est comme si, quand je le décide, j'ai d'autres filtres qui apparaissent. Et la complexité, c'est que je pourrais pas te dire combien de filtres, parce que potentiellement, il y en a plein. C'est vraiment des millefeuilles. J'ai appris à gérer du coup, donc quand je suis sur un corps humain, si je soigne sur un corps humain, je vais pouvoir ouvrir plusieurs filtres et je vais avoir des visions qui dépassent vraiment l'explication des chakras, par exemple. Il y a des fois, je vois des centres énergétiques, je vais avoir d'autres niveaux de lecture, on va dire, que les chakras ou méridiens chinois ou les nadis, des connaissances, qui nous viennent de l'Inde. Il y a vraiment différents niveaux. Je peux pas prétendre à avoir une vision claire parce que moi, plus j'explore, donc ça fait depuis 2012 que j'explore tout ça, j'ai vraiment l'impression d'infinité, de potentialité. J'ai vraiment pas J'y vais tout doucement, parce que, j'ai une vie à gérer, enfin on peut pas tout faire, tout d'un coup. Hem, du coup, c'est comme si est-ce que je peux poser le mot, est-ce qu'un filtre, c'est une multidimension? Est-ce que c'est un autre état vibratoire qui est là? Je pourrais pas l'affirmer. En tout cas, ça fonctionne comme des filtres dans ma vision. C'est-à-dire qu'il y a la vision qu'on voit tous, du coup, que je sais qui est le réel. Et ça, c'était très important. Je vais avoir des psys pour me rassurer moi-même. Et après, il y a des calques, il y a tout un tas de calques qui se rajoutent et voilà, quand je le décide. Quand tu as un éveil spirituel, il y a des fois, ça s'ouvre tout d'un coup, hein. C'est ce qui s'est passé pour moi en 2012. C'est Mmh. tout est ouvert d'un coup, mais aussi la proprioception. C'est-à-dire que je sentais aussi vraiment pas que les sens. Et les sens sont toujours, on en parle de manière dissociée, mais ils sont généralement imbriqués aussi. Donc on peut avoir la sensation, des émotions aussi qui circulent en même temps. Voilà, il y a tout un tas de choses aussi qui peuvent arriver, en même temps. Et fondamentalement, c'est des filtres, des espèces de vérités qui s'imposent au niveau de la tête, où on pourrait dire de clair savoir, où tout d'un coup c'est pouf, ça c'est comme ça. Et donc j'ai appris à dissocier de l'imagination et le mental et de ces autres informations. Après, il y a tout le travail de voir d'où est-ce qu'ils viennent exactement, de vérifier si c'est pas des fausses informations aussi. Il faut le même discernement que dans la vie réelle aussi malheureusement quand on travaille, au niveau des énergies. Voilà, et ben, moi j'ai beaucoup un mélange de vision et sensation, généralement, et j'aime bien dire aussi que de garder beaucoup de discernement, et un esprit critique, c'est important parce que parfois, il y a en clair vision, il y a par exemple des personnes qui peuvent, se masquer, du coup, et on peut parfois se tromper sur la clair vision. Faut pas le prendre comme une vérité, absolue. Il faut toujours avoir un filtre, du coup, d'esprit critique. Mais que ce qui est beaucoup plus vrai, c'est au niveau des sensations. Les sensations, en général, c'est beaucoup plus, tangible, en général.
il faut toujours garder de l'esprit critique, mais moi je dis toujours que d'un point de vue extrasensoriel, je ramène toujours, hein, tous les gens avec qui je travaille, parce que je fais de la formation aussi maintenant. Je ramène toujours les gens à dire: «Ah ouais, voilà, reste sur le corporel», et parce que c'est important de rester ancré aussi, hein, ça permet de rester ancré, de pas se perdre. Mais justement, que tu dis tu fais des formations, est-ce que ta compréhension est que c'est des capacités que n'importe qui peut développer ou il y a un côté héréditaire, il y a un côté génétique qui rentre dans l'équation? Non, non, on est c'est je je pense que la vie moderne en particulier, donc cette bascule qui se passe à l'époque moderne, je pense que les gens du Moyen Âge étaient plus sensibles, de manière générale, je pense. Parce que quand on voyage déjà, je suis multiculturelle et en ce moment je suis nomade, tu vois qu'il y a des populations où tout ça est très, très normal. Ils vont tous te parler d'esprit, ils en ont tous vu à un moment dans leur vie, et c'est intégré dans la culture, en fait. Il y a encore beaucoup d'espace. Donc tu vas en Inde, tout ça est très, très, très ancré. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus normal, beaucoup. Voilà, la colonisation avec la christianisation a un peu diabolisé, tous ces aspects-là, et même dans l'islam où c'est pas normal de parler des djinns et cetera, quand tu parles aux gens, il y a beaucoup de gens qui ont senti des choses. Donc je pense qu'on vit dans une hyposensibilité à l'heure actuelle. Il y a pas d'hypersensibilité. Donc il y a des gens qui voilà, qui recouvrent. Donc après d'être enseignant ou d'être guérisseur, ça après c'est un chemin particulier qui se choisit, qui demande, voilà, du temps aussi, qui est un sacerdoce aussi d'une certaine manière. Mais après sur les capacités, extrasensorielles, c'est tout le monde en fait. Le monde moderne nous coupe. J'aime bien dire le sucre qui est partout, il coupe les moi si je sais que je travaille, il y a 2 choses qu'il faut que j'évite de manger, c'est trop sucré, et l'alcool aussi, ça coupe aussi dans mon éthique de travail. Je sais qu'il y a des choses qui vont me perturber aussi, et donc quand tu fais pas attention, ça coupe des émotions, ça coupe de soi, ça va couper mes perceptions et extrasensorielles. En tout cas, je vais être beaucoup moins, précise du coup dans ces cas-là. Il y a plein de choses. La télé, le fait de scroller, les réseaux sociaux à l'heure actuelle aussi, mettre notre système nerveux en alerte, ce qui fait qu'on est beaucoup moins concentré aussi. On est entouré, la profusion d'images, de sons aussi, en Occident, hem, fait qu'on est noyé, hein, on est un peu noyé de signaux, et pas forcément les bons, parce que c'est des signaux qui veulent nous faire consommer, mais c'est pas des signaux qui, nous permettent d'être bien, à l'intérieur, savoir qui l'on est, et cetera. Est-ce que tu dirais que c'est le mental qui est suractivé et qui, du coup, peut pas laisser place à notre cerveau droit, je pense? Heu, Donc bien sûr, notre monde est construit sur la rationalité, du coup, cette rationalité que moi je trouve qu'il faudrait peut-être un peu, à un moment, la questionner justement. On a oublié toutes les autres formes d'intelligence, et on les a diabolisées, on les a, comment dire, ridiculisées pour dire, elles sont pas bonnes du coup, quoi. Donc on a oublié de fonctionner avec tous ces autres choses du coup, et on perd, et il y a du bon dans la rationalité, mais on a vraiment perdu quelque chose d'incroyable là-dedans. Le meilleur exemple, c'est le gros tsunami, de l'océan Indien du coup en 2004. Les peuples premiers des îles Andaman, ils ont pas été touchés. Avant d'être touchés, avant que le tsunami n'arrive, ils étaient montés en hauteur. Comme il y a plein d'animaux qui ont échappé parce qu'ils sont montés en hauteur. Si les peuples des îles Andaman savent ça, savent faire ça, est-ce que c'est qu'une culture, ou est-ce qu'on n'est pas tous câblés aussi là-dessus? Après qu'est-ce qui est inné, qu'est-ce qui est génétique et qu'est-ce qui est de la culture? S'ils peuvent le faire, je pense qu'on peut tous le faire, et qu'on a perdu ces capacités-là. Après, c'est comment on va remarier la raison et l'intuition, et comment on va pouvoir réavancer là-dessus. Dans le cas du tsunami, ça fait penser un peu à la prédiction du futur. Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as déjà ressenti au niveau énergétique? Et si oui, est-ce que pour pouvoir prédire le futur, est-ce qu'il faut pas qu'il soit prédéterminé d'une certaine manière? Oui, et il ne l'est pas. En tout cas, moi, dans ma perception, je ne fais jamais de prédiction, je suis nulle. De temps en temps, j'ai un message, flash, mais genre, 1 fois tous les 2 ans, quelque chose comme ça, hem, qui se corrobore parfois dans les rêves, mais vraiment. Quand je vois l'énergie, et donc c'est-à-dire que je vois l'espace akashique, donc moi je suis plutôt spécialisée sur le passé, débloquer le passé, et cetera. Parce que le problème le problème entre guillemets, ou ce qui est intéressant avec le futur, c'est que je vois différentes branches. Je vois différents potentiels, comme quand je parlais des calques, et que là maintenant tout de suite, bah, je peux voir avec plein d'autres couleurs, voilà, l'espace là, et que le futur, quand je regarde, il y a plein de lignes de temps du coup. Donc qu'est-ce qu'on va on donc c'est pour moi, c'est pas prédestiné.
et que le futur qu'on va vivre, il va être la somme de toutes nos actions et de tout ce qu'on va faire. Donc il reste à construire. OK, donc c'est pas «ou», c'est «et». Donc non seulement il existe, mais il n'est pas non plus déterminé. Il y a plusieurs lignes du temps possibles avec plusieurs probabilités et les choix du présent vont influencer, quelle ligne du temps on va expériencer. Et je pense que les prédictions globales comme 2012, c'est la fin d'un monde, ça me paraît juste parce qu'effectivement, il y a quelque chose qui se bascule. Les prédictions globales parce qu'on va passer dans un autre sas ou la Terre va passer dans un autre sas. C'est-à-dire qu'on peut faire des prédictions sur les choses très, très globales, mais à l'échelle individuelle, moi, je crois au libre arbitre. Et quand tu dis: «Je vois», est-ce que tu vois littéralement en mode, je vois une vision, j'ai des flashs? Est-ce que c'est des ressentis? Est-ce que c'est tu parlais de juste un savoir? Comment est-ce que tu ressens? Et quand on parle de probabilité, est-ce que tu vois un chiffre, 79 enfin 79 ou est-ce que c'est aussi un ressenti de: «OK, ça a plus de chances»? Comment est-ce que toi tu le perçois? Toujours c'est ce système de calque, c'est la meilleure manière que j'ai de le voir et c'est des calques, mais qui sont en mouvement et donc ça bouge un peu dans tous les sens. Donc il y a des fois quand tout bouge en même temps, je comprends pas parce qu'il y a trop d'informations qui passent, il y a trop d'informations et mon cerveau, moi j'aime bien dire que notre cerveau, il est top et le mental, il est top, mais ils ont pas la capacité à tout gérer. Parce que moi, je vois bien qu'il y a plein de choses que je vis, où mon cerveau, il est dépassé. Et pour pouvoir travailler en énergétique, j'ai beaucoup appris à pouvoir trouver cette balance et à faire à mon mental: «OK, là, tu paniques pas, tu te calmes, c'est pas à toi de gérer, c'est à l'autre partie de moi de gérer». Du coup, voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de moments où il y a plein d'informations et quand je vois le futur, c'est difficile à écrire, je vais voir un peu comme différents chemins qui vont s'ouvrir du coup et je peux aller me concentrer sur une en particulier. Ouais, je pense que c'est la meilleure manière que j'ai de le de le repérer parce que c'est à la fois c'est en mouvement, à la fois je peux zoomer. Je pense que d'une certaine manière les écrans heu plasmatique, je crois que ça fonctionne presque comme ça, c'est-à-dire tu peux zoomer, tout d'un coup revenir, prendre un autre chemin et cetera. Ça fait un peu un ensemble comme ça, mais toujours c'est superposé sur la j'ai la réalité et tout d'un coup je vais pouvoir, pouf, suivre ce chemin-là et aller zoomer, sur cette ligne de temps ou cette ligne de temps. Si je veux explorer une ligne de temps, mais par exemple, si je prends un objet, si je me concentre sur un objet simple, alors c'est compliqué d'avoir quelque chose de très simple et tout est toujours complexe, mais mettons je prends un verre. Et je vais voir le futur. Je peux aller voir le passé du verre et je vais sûrement voir de l'océan, du sable. Ça va me montrer différentes étapes de très longtemps, du verre et c'est pareil, si je vais voir, le verre, dans le futur, je vais voir plein de formes et du coup, c'est comme si l'objet est là et je vais voir plein de formes à la place, en fait, où je vais avoir des visions, qui vont se superposer soit dans mon dos, soit devant. Quand c'est le passé, souvent c'est le dos dans mon dos. C'est propre à moi, hein, c'est pas forcément tout le monde va forcément le percevoir comme ça. Dans le futur, si je me concentre sur un objet, parce que j'ai déjà fait l'expérience, je vais voir, l'objet un petit peu bouger ou d'autres visions à l'endroit où est l'objet, en fait. Du coup, ça se passe comme ça. Tu mentionnais le fait que parfois ça pouvait être beaucoup à gérer. Est-ce que tu as une anecdote ou un exemple particulier de fois où tu as perçu des trucs et c'était, peut-être un peu trop à gérer? Ouais, ça m'arrive encore. En 2012, c'était mon premier réflexe, c'était: «Ah!» Voilà, puis ce problème, ça m'arrive un peu régulièrement. Un peu, c'est comme si, d'une certaine manière, j'ouvre pas complètement tout parce que j'ai pas réussi à comment gérer. Ça m'est arrivé, par exemple, il y a pas très longtemps, au mois de juin, à Et c'est pas tellement dans l'information que je perçois est dure, par exemple, une prédiction future un peu dramatique, mais plutôt dans je reçois trop d'informations, mon cerveau arrive pas à faire sens de tout ce que je perçois? C'est ou il y a des 2. Je pense que le fait d'avoir des informations compliquées, je pense qu'aujourd'hui, ça me fait plus peur. Dans ces cas-là, j'appelle les potes médiums, je dis enfin voilà, on conseille de qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais avec cette information-là? J'ai appris à aller chercher, de l'aide à l'extérieur. Tu mentionnais une deuxième chose, Parce que le beaucoup cerveau d'infos. arrive pas à gérer le trop plein Pareil, d'infos. ça je l'ai appris à gérer, c'est ce que j'expliquais, c'est tu apprends quand il y a des moments, souvent ce qu'on appelle maintenant des activations généralement où ça va très, très vite. Du coup, tu sais que tu vas pas tout comprendre et tu vas pas tout mentaliser tout de suite. J'ai appris à gérer. En fait, dans ces cas-là, tu sais qu'il y a une autre partie de toi et je pense qu'on n'a pas de mots à l'heure actuelle, l'autre intelligence qui fonctionne de manière métaphorique, intuitive, comme dans les rêves du coup, donc l'inconscient, qui va gérer l'information. Moi, je laisse la place, donc ça me fait pas forcément trop stresser. Ce qui me fait encore, stresser,
c'est ces états-là où tu es connecté à tout, en fait, et tu sens tout et c'est très, très agréable et en même temps, c'est beaucoup et généralement tu te mets à ch enfin, moi, je me mets à chialer, en fait. C'est tellement, tu sens trop d'amour autour de toi, tu sens plein de trucs, tu vois une fleur, tu vois une plante, tu as envie de pleurer parce que tout est trop beau et cetera. C'est presque, je sais pas si on peut appeler ça un état de conscience, d'unité, voilà, si ça se rapproche de samadhi ou pas. Parce que je suis quand même pas de tradition, j'ai une culture indienne, mais pas de tradition hindoue. Hem, les sensations quand tu as tous les sens qui s'ouvrent en même temps et tu es interconnecté avec tout, en fait. Ça reste encore compliqué pour moi, mais notamment parce que je sais pas comment l'assumer, en ayant ma vie quotidienne avec tout le monde, en fait. Tu Mmh. dis bonjour aux gens, tu vas te mettre à pleurer, tu vas vouloir les prendre dans les bras. Ouais, c'est peut-être le décalage avec, comment le collectif vit qui est peut-être difficile. Comment les normes sociétales acceptent ça? Donc tu parlais de prédiction du futur, ce qui moi encore aujourd'hui, me me fascine complètement. Tu mentionnais que c'était parfois plus simple de prédire ou de ressentir pour le collectif plutôt que l'individu parce que le collectif est peut-être plus stable. J'imagine que c'est comme les lois statistiques, au plus le nombre est grand, au plus, ça va suivre la moyenne. Justement, est-ce que tu as déjà essayé de te poser ce qui aurait, éventuellement, de phare dans l'année 2026-2027 et qu'est-ce que tu aurais ressenti? Alors, je vais te décevoir, moi non, parce que je sais que moi j'ai abandonné totalement, et je pense que je suis quelqu'un de curieux et j'aime être surprise et je suis joueuse aussi. Je sais, je peux le dire pour moi, je sais et je sens qu'il y a certaines choses qui vont m'attendre pour 2006, mais vraiment, c'est vraiment pas, moi je dis toujours, voilà: «Demande-moi pour dans le passé, demande-moi les mémoires cellulaires», voilà, les akashas, les baleines. Parle-moi des mémoires cellulaires, parle-moi civilisation engloutie, ça c'est mon rayon. Après, voilà, je laisse ça à des collègues qui savent naviguer, on va dire, dans ces fils de temps complexes et dont c'est le métier. Vraiment, moi, c'est vraiment pas mon métier et je pense et je le fais pas, en fait, hein. Je me suis pour l'instant, on est fin 2025, je me suis intéressée à moi, qu'est-ce qui va se passer pour moi? Mais je m'intéresse pas forcément. Peut-être que c'est une fuite, je sais pas. Mais voilà, mais j'ai Non, un mais ça mode de parle et vie. c'est vrai que c'est assez drôle quand j'ai entendu parler pour la première fois de prédiction et qu'il y avait moyen de prédire ou de prédire ton futur, j'ai eu un peu le même réflexe de me dire, au début, on est en mode: «Beh, j'ai envie de tout savoir» mais assez rapidement, je me suis dit: «Beh, si je sais tout, il y a plus de fun». C'est comme, regarder un film et savoir la fin, lire un livre et savoir la fin, jouer à un jeu vidéo et savoir exactement comment tout va se dérouler et ça enlève une partie du côté aventure. Et la grande question, c'est pourquoi on veut savoir le futur aussi? Pourquoi on veut le savoir? Et moi, je suis dans un mode de vie à l'heure actuelle, en suivant l'intuition et le flow, qui me demande, Mmh. je sais pas dans 2 semaines où est-ce que j'habite. Je vis en permanence comme ça, en fait. Je m'adapte et du coup, je suis pas, j'ai des grandes lignes, je sais à peu près, moi, professionnellement, voilà, qu'est-ce qui va se passer pour moi, en 2026. Mais d'autre part, après, j'ai des jalons, je sais ça insiste, je sais que je vais vivre quelque chose de particulier en 2035. Mais au-delà de ça, il y a là et je sais aussi que je peux vivre très vieille. Ça, je sais, comme j'ai eu d'autres discussions avec la mort ou on va dire toutes les entités qui travaillent avec la mort et qui travaillent sur le passage. Je sais que si je veux vivre, très vieille, ça va être complètement possible. Donc il y a des fois, je me mets en danger parce que je vais prendre peut-être des risques plus importants qu'autrui parce que et peut-être que c'est juste une croyance et que c'est bête, mais je sais que je suis enfin, c'est pas là que je vais mourir, en fait, donc c'est pas grave. Je sais que j'ai du temps devant moi. Ça par contre, c'est pareil et c'est autant en 2006, j'étais sûre que je fermais les yeux, j'allais mourir, autant je suis sûre que j'ai du temps devant moi. Ouais, c'est vrai que, c'est une question intéressante, le pourquoi est-ce que les gens ont envie de savoir et c'est vrai qu'à mon avis, il y a une grande part de on a besoin de contrôler et de s'assurer qu'on sera en sécurité Mmh. et que ce que je comprends de ta manière de vivre aujourd'hui, c'est aller peut-être de l'autre côté ou peut-être que tu as retrouvé du réconfort dans le «je sais que ça se passera bien» et une fois que tu as cette certitude-là, ben, en fait, peu importe ce qui arrive, je sais que je serai en sécurité. La question qui est plus intéressante, je trouve, c'est qu'est-ce qu'on construit? Plutôt que qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on construit? Ça inverse un peu le process, c'est-à-dire et du coup, ça te remet ton pouvoir, du coup et ta Mmh. souveraineté parce qu'on vit dans un monde où souvent on se sent démuni, on dire: «Bah, c'est pas nous qui décidons, de toute façon, il y a plein de choses, au-dessus de nos têtes» et voilà, qu'est-ce qu'on construit? Et quand on se pose la question de qu'est-ce qu'on construit, bah, il y a ce que tu construis toi
mais tu comprends très rapidement que tu as besoin d'aller voir chercher d'autres personnes pour pouvoir construire et peser, du coup, et d'aller chercher le collectif. C'est ma vision. Tu as mentionné quelques fois les souvenirs akashiques ou records akashiques. Qu'est-ce que j'ai déjà entendu le mot, j'ai pas tout à fait compris ce que c'était. Quelle est ta compréhension de ce que c'est et de ce que ça signifie? Alors c'est très complexe, il y a et on va dire les plus vieilles traditions sur la question ne sont pas totalement d'accord, sur exactement qu'est-ce que c'est. Il y a des personnes qui vont dire que l'élément éther, c'est les akashas, du coup, et que tout l'élément donc qui est au-delà de nous, donc et que quelque part l'énergie, c'est comme un champ dans lequel on baigne et que ce champ énergétique, il garde toutes les mémoires du monde et qu'elles sont jamais disparues. D'un point de vue peut-être un peu plus concret, alors c'est toujours débattu, mais il y a quand même des scientifiques qui ont dit que que l'eau garde la mémoire et donc que tout l'élément eau qui est très présent sur Terre, qui est présent à l'intérieur de nous, notre planète, c'est une planète eau avant d'être une planète Terre, et que donc notre planète est très, caractérisée par l'idée de s d'être un champ d'information, du coup, comme si ces mémoires-là, elles sont stockées un petit peu partout dans l'élément eau. Est-ce qu'elles sont stockées à la fois dans l'élément eau et dans les terres, du coup? Je pourrais pas forcément, également trancher. Dans ma perception, c'est un peu les 2. Du coup, c'est comme si on peut aller chercher mais en même temps, les terres, est-ce qu'il y a pas des molécules d'eau dans l'atmosphère? Voilà, ça pose plein de questions de problématiques de vocabulaire pour savoir exactement qu'est-ce qu'on définit. Moi, dans ma perception, je le vois vraiment comme une espèce de champ plasmatique, donc qui est tout autour de nous, et qui est présent aussi dans chaque chose et dans chaque objet. Donc quand je fais un soin sur un corps humain, je vais pouvoir voir des visions. Je vais le voir sous forme de réseau à la fois et à la fois parfois je vais avoir de la vision et ça va me montrer comme un film et à la fois je vais le voir cristalliser sous un forme de réseau avec des points et cetera qui sont différents des réseaux, habituels énergétiques, dont on parle et sur un lieu, si je vais sur un lieu donc ça va être intéressant sur un lieu sacré parce qu'il va être, utilisé depuis très, très longtemps. Je vais voir différentes échelles de je vais voir différentes réalités à la fois. Donc, ça peut paraître fou. C'est là où je mais je vais marcher sur le lieu et je vais voir des gens et je vais être comme si je suis dans la réalité. Je pense que il y a un film qui a mis ça en visuel, c'est le film Valérian, du coup. Il y a un seul film à l'heure actuelle qui a réussi à représenter ça, que tu te balades dans plusieurs dimensions à la fois. Mais tout en j'ai toujours conscience, hein, de la réalité aussi quand je fais ça. Donc il y a différents niveaux, qui sont là et donc, bah, quand je focus sur une personne, sur un lieu ou si là, par exemple, là, dans la pièce où je suis, je peux décider d'ouvrir, mon réseau akashique. Il va y avoir tout un tas d'informations sur qu'est-ce qu'il y avait sur le lieu avant, mais il va y avoir les mémoires des objets, des 2 chats qui se baladent dans la pièce aussi, qui vont apparaître aussi et peut-être mes propres mémoires aussi, concrètement. Dans les mémoires akashiques, j'aime bien dire qu'il y a différentes entrées. Moi, ma manière est un peu parce que j'ai pas besoin de faire quelque chose pour capter. Donc d'une certaine manière, c'est un peu bordélique ou chaotique. Chaotique pour moi, c'est pas forcément négatif. Parce qu'après, moi quand j'apprends aux gens à se balader dans les akashas, je les connecte aux baleines. Parce que dans toutes les, traditions, on a toujours dit que les baleines, c'est les gardiennes des mémoires, dans toutes les traditions. Le mot akashique vient de la tradition, d'Inde, du coup, mais elles disent on a toujours dit, dans toutes les cultures qui ont été en contact des baleines, qu'elles sont gardiennes des mémoires et donc moi, j'apprends aux gens, à travers les baleines, à connecter à ce champ des mémoires, du coup. Et donc j'ai été passer par les baleines parce que c'est pour leur aider, en fait, quand tu apprends, tu as besoin d'un petit point d'ancrage et tu as besoin de comment dire? D'un cheminement et d'un petit protocole, en fait, pour apprendre au départ. Parce que moi, c'est un peu Ouais, tout. Moi, c'est un peu direct, mais voilà. Après ouais. après il y a plein d'autres, en France, c'est Ernesto Ruiz, si je dis pas de bêtises, qui a beaucoup, voilà, partagé par rapport à ça, où c'est une autre méthode, du coup. C'est-à-dire il y a pas qu'une seule porte d'entrée au niveau des akashas, ce qui est un peu logique dans le sens où c'est un champ informationnel qui est partout. Et quelle information tu peux vraiment, retrouver là-dedans? Si on se limite et on dit: «OK, sur un individu», qu'est-ce qu'on peut savoir sur l'individu, rien qu'en allant taper dans, ce champ akashique? Potentiellement tout en respectant le consentement de la personne aussi. Il peut y avoir des zones qui ne sont pas bonnes à aller chercher tout de suite. Et souvent, tous les praticiens, nous qui travaillons avec les annales akashiques, souvent, il va émerger ce que la personne est capable d'entendre aussi. Parce qu'évidemment, il y a forcément des choses peut-être un peu difficiles.
L'idée, ça va pas être de créer des problèmes, hein, évidemment, ou de déstabiliser, et cetera. Donc généralement, il faut vachement respecter s'il y a des zones qui sont pas, accessibles là, maintenant, tout de suite. C'est pareil au niveau du collectif. Pour moi, la manière dont je le dis, c'est qu'il y a des archives dans les mémoires akashiques qui sont sous scellés. Du coup, tout n'est pas forcément bon à aller chercher et ça pose plein de problèmes d'éthique et comme pour le futur. Pourquoi tu vas le chercher, quand on fait, des régressions, des régressions dans les vies antérieures, pourquoi on les fait? Pourquoi tu veux aller savoir qu'est-ce que tu étais dans le passé? Moi, j'ai une approche quand j'accompagne les gens, plutôt de travailler sur les mémoires d'un point de vue global. Parce que pareil, toujours, pourquoi tu veux aller chercher une information plus qu'une autre? Hem, Et est-ce que cette barrière, elle est éthique ou est-ce qu'elle est physique? Genre, est-ce qu'on peut aller chercher l'info, mais que, voilà, le praticien se dise: «C'est important qu'il y ait le libre arbitre et le consentement», ou est-ce que vraiment si la personne dit pas, «Oui, je veux bien», l'info est bloquée d'une certaine manière? c'est un peu différent de la volonté de la personne, conscient que parce qu'un praticien peut aller même si la personne a dit non, c'est tout à fait possible. C'est pas du tout éthique, ouais, je considère que c'est de la magie noire, c'est pas bon. Mais c'est possible. Et j'imagine qu'il y a peut-être, un impact aussi, je sais pas, karmique ou quelque chose énergétique pour éviter que les gens, non? Ce que je veux dire, est-ce si tout le monde a accès à tout éventuellement, ça peut potentiellement être, le bazar. Après, c'est la personne qui voit avec elle-même et sa conscience et plus tard quand elle va voyager dans d'autres dimensions, ce qui va se passer pour elle du coup. Mais, voilà. OK. Mais bon, là, ce qui va être fait sur la personne. Mais je parce que les gens quand ils veulent savoir sur leur vie intérieure, souvent ils sont pas en capacité d'y aller par eux-mêmes, en fait. Donc, aussi et quelle est la part de choix conscient aussi? Quand tu es pas conscient de ce qui se passe à l'intérieur, tu dis: «OK, je veux voir mes vies akashiques». Quand c'est intuitif, OK, potentiellement c'est juste, mais parfois c'est de la curiosité, donc tu donnes ton autorisation. Est-ce que, du coup, c'est plus au praticien, d'être vraiment extrêmement délicat. Un praticien qui est vraiment, hyper fin sur ses sensations va sentir quand ça dit non. Normalement, c'est presque physique, du coup. Après, je pense que tous les praticiens n'ont pas cette, il y a une forme de subtilité, n'ont pas forcément cette précision dans la Mmh. subtilité énergétique et en fait, il y a tous les cas de figure, hein, par rapport à ta question. Il y a des fois vraiment, il y a des choses qui sont vraiment sous scellés, sous scellés. Désolée pour le bruit. Et qui sont Pas de vraiment souci. pas accessibles du tout. Il y a vraiment des choses, on va dire qu'il y a des qui ont été scellées de manière à ce que personne ne puisse les déceler. Et pour toi, quelle est ta compréhension de d'où vient ce scellé? Est-ce que c'est des entités au-dessus qui ont peut-être une vue un peu plus globale et qui disent: «Bon, bah, ça, c'est pas une bonne idée que cette information elle sorte, on la verrouille», et qui agiraient du coup sur d'autres plans? Ou, comment est-ce que toi tu perçois ça aujourd'hui? Alors, je n'ai vraiment pas la prétention d'avoir une réponse définitive à ça. Comme je dis, moi, je continue à explorer. Je suis pas du tout omnisciente. J'aurais jamais fini d'explorer à la fin de ma vie, je pense pas. Et pareil, la réponse, c'est que dans ce que je perçois en tout cas, il y a une complexité extrême. Parce que déjà, il y a des humains qui peuvent avoir, mis des scellés. Ouais, donc ça peut venir de plusieurs endroits Ouais, différents en un fait. groupe de personnes peut mettre des scellés sur des akashas. On sait que aussi d'un point de vue traumatique, ça crée carrément, ça peut créer une forme de scellé aussi, d'un point de vue individuel, mais aussi collectif aussi. Ce qui fait que parfois on a du mal à voir un passé traumatique ensemble, à le regarder en face, comme d'un point de vue individuel, il y a des fois c'est pas le moment d'aller le chercher. Moi, je le vois sous forme de coques, j'appelle ça des coques psychiques du coup, quand il y a des traumas où ça va créer des coques. Voilà, je le vois sous forme de Mmh. ça paraît métallique, de la manière dont je le vois. Hem, voilà, donc il y a après, après ça on va partir dans une discussion très, très longue. Il y a plein d'entités qui existent à différentes échelles et à différents plans, qui peuvent aussi agir. Moi, ce que j'observe le plus, c'est que c'est d'une complexité folle pour pouvoir expliquer, ça. C'est comme si, quand tu me Ouais. demandes le C'est futur facile de demain, voir que c'est bloqué, c'est compliqué de voir pourquoi est-ce que c'est bloqué et voilà, d'où ça vient. et ça voudrait dire, est-ce qu'il y a des entités qui sont plus fortes que d'autres, qui arrivent à, jouer plus et à donner, le là? Alors je dirais oui, déjà il y a la Terre, elle est plus forte que tout le monde de mon point de vue. Il y a des choses qui sont beaucoup plus puissantes, comme je disais les énergies cosmiques que le système solaire traverse. C'est des choses beaucoup plus grandes que nous, donc qui pèsent même si on les perçoive pas, qui sont beaucoup plus vastes. Ce qu'on appelle les égrégores humains aussi qui pèsent, parce que quand tout le monde croit à quelque chose, ça pèse aussi très, très, très fort aussi.
la question, c'est qu'est-ce qui pèse plus sur le collectif, et qui peut peser potentiellement plus au niveau des akashas au final, du coup. OK. Mais vraiment, moi, j'ai pas la science infuse. Je suis pas au bout, non. Super intéressant et je crois que c'est bien aussi de dire clairement quand quand tu es pas sûr, mais en tout cas, c'est des pistes de réflexion hyper intéressantes. C'est pas pour tester du tout, mais je suis très curieux de voir à quel point est-ce que c'est simple d'aller piocher, dans ces records akashiques. Est-ce que je sais pas si c'est possible là en live, mais est-ce que tu serais toi te connecter et voir quelque chose par rapport à moi? Donc, est-ce que tu m'autorises à observer tes Oui, choix énergétiques pendant un petit peu de temps? Alors, j'ai pas des informations akashiques qui viennent en premier. Alors, est-ce que tu peux préciser ta demande? Parce que ça me montre, des formes d'eau. Parce que moi, ce que je capte, ça va se caler sur ta demande. Est-ce que OK. parce que comme tu m'as dit: «Je veux voir dans les akashas», du coup, ça me montre plein d'eau, mais ça me montre rien de précis. Bah, est-ce qu'il y a un message important pour moi, en ce moment? OK, Je sais pas et à quel point tu ça va être demandes poussé ou pas pas. aux akashas? OK, parce que moi, je connecte au passé, hein, quand je vais dans les akashas. Je vais voir. C'est la formulation est très, très, très ouverte. Est-ce que je peux demander à un ancien toi de passer un message? Ça sera beaucoup plus simple. Parce que tu vois, sinon, c'est OK, l'entité akasha à qui je demande un message, qui est complètement différent. allons-y. Je vais essayer les 2. Alors, le message personnel, il est très clair. Il y a un an, c'était toi, mais pas dans une vie antérieure, mais toi, plus jeune, qui te dit qu'il faut que tu déterres un truc, et je le vois vraiment en train de creuser au premier degré, et je vais pas te donner plus de détails, sinon après ça va être trop perso. Mais que normalement, juste quand je te dis qu'il y a un truc qu'il faut que tu déterres, normalement tu dois comprendre, de quoi il s'agit. Non, gros point d'interrogation sur ta tête. Non, ouais, je t'avoue que là, ça me dit rien. C'est vraiment un truc de déterrer, mais ça risque d'être perso, je veux pas le faire là sur la vidéo qui est enregistrée, tu Après, comprendras quand. je peux toujours éditer par après. Ah OK. OK, tu peux couper. Donc OK. Dans ton histoire familiale, c'est toi, plus jeune, qui est en train de dire à toi, là, qu'il faut absolument qu'il y ait un truc familial, et ça me montre des papiers qui sont dans une boîte, il faut absolument que tu t'en occupes, du coup. Ça me dit ça. OK, Bon, OK, j'ai des images, mais je pense que l'image est métaphorique. Ça me montre une pile de papier, et c'est une boîte qui ressemble un peu à une boîte en métal avec un couvercle, qui se lève, et je te vois toi en train de creuser, vraiment comme si genre un truc dans le jardin ou un truc comme ça. Et ça parle de ça. Mais c'est une histoire familiale, une info à aller chercher. Mais que normalement tu sais, parce que ça parle vraiment comme si, enfin, ton ancien toi, il parle vraiment comme si tu sais de quoi il s'agit, qu'il y a un truc dans la famille, et que tu sais enfin voilà, que normalement tu dois enfin, il en parle comme si c'était tu sais. OK. Bah, écoute, là, je sais pas, je vais méditer là-dessus et on va voir ce qui va en sortir. Mais hyper intriguant en tout cas et je crois que ça et on va doucement boucler la boucle, mais ça une question qui est assez importante dans tous ces sujets et surtout pour les gens qui commencent à explorer ces sujets-là, c'est la question de la confiance en l'information. Comment est-ce que toi, tu as appris à faire confiance au début? Parce que ma compréhension est qu'au début, quand on reçoit ces informations, ça ressemble très fort à de l'imagination, et que c'est normal. Je pense qu'il faut prendre son temps, pour être sûr de soi. Vérifier par plein de biais. C'est intéressant d'aller croiser avec d'autres personnes, au début aussi quand on s'entraîne, jusqu'à ce qu'on comprenne, moi à l'heure actuelle, je sais quand c'est de l'information qui passe, ou si c'est moi ou mon inconscient ou mon imagination, parce que la sensation est complètement différente, et limite c'est un fonctionnement complètement opposé du cerveau. C'est comme si mon cerveau, il tourne dans un sens, et mon cerveau, il ne fonctionne pas du tout dans un système. Donc ce qui me permet, quand c'est l'inconscient ou quand c'est des messages, ce qui me permet vraiment de vraiment sentir. À l'heure actuelle, je sais faire la distinction. Et j'inviterais beaucoup à croiser l'information un maximum. J'invite toujours à noter aussi, parce qu'il y a des fois où on capte des choses, on n'est pas sûr, on note, et c'est bien de revérifier après coup, parce que parfois ça peut corroborer, ah, d'avoir, des personnes, ou d'aller faire des stages, hein. Il y a tout un tas de stages qui permettent aussi, bah, de croiser l'information, de vérifier. Justement, j'aime bien dire que, chaque personne, est potentiellement médium, peut développer ses capacités, et que chacun doit faire sa propre grammaire et son propre dictionnaire, parce qu'on va pas avoir les mêmes sensations. Moi, quand je dis, ben ça fonctionne dans un sens et ça fonctionne dans l'autre, et c'est passif ou c'est actif, si je suis en mode conscient ou si je suis en mode captation du reste,
ça peut être complètement différent pour une autre personne. C'est-à-dire que ça va être quelque chose d'autre qui va permettre à quelqu'un d'autre de ressentir les choses. Quand il y a une entité négative, je sens du froid et une barre dans à un endroit très précis de mon dos. Mais d'autres personnes vont sentir le lien de manière différente. C'est-à-dire que moi, et à chacun de construire, donc ça se construit dans le temps. Il faut toujours apprendre à être, à discerner aussi parce qu'il y a des fois, justement, quand on vit un éveil spirituel, on sent plein de trucs. Il y a des gens qui peuvent, voilà, penser qu'ils ont la vérité. Voilà, on a déjà vu des gens qui ont un éveil spirituel et qui pensent qu'ils savent tout, et cetera. Voilà, moi, mon éveil spirituel, c'était en 2012 et je trouve que le message principal que j'ai à dire, c'est: «Je ne sais pas tout». Et je pense que c'est très, très important aussi, c'est très important de pouvoir dire: «Je ne sais pas», quoi, parfois. Donc d'user de discernement, de croiser les informations et prendre le temps de s'entraîner. C'est comme la mémoire, ça s'entraîne, les muscles, ça s'entraîne. Pareil pour, si je dis médiumnité ou capacité extrasensorielle, ça s'entraîne aussi pour pouvoir avoir de la stabilité et de la confiance aussi. Très clair. Mathilda, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui. Plein d'informations hyper intéressantes. On a été un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé la discussion fascinante. Je suis persuadé que l'audience aussi. Je termine toujours avec 3 petites questions que je pose à tous mes invités. La première, c'est qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? Vivre en écoutant la petite voix à l'intérieur de soi, je dirais ça. OK. Si tu avais un conseil à donner à la Mathilda de 20 ans, lequel serait-il? Je dirais: «Le monde est chaotique, mais il est génial, profite». Et je pense que c'est un message qui est, peut-être encore plus important aujourd'hui qu'il y a 20 ans, mais c'est génial. Et enfin, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur le travail que tu fais et ce que tu partages? 2 biais, il y a mon site internet, mais peut-être que c'est plus facile d'aller sur ma chaîne YouTube, Mathilda Poussière d'étoiles. Je pense que c'est plus facile de rentrer dans mon univers en allant regarder les vidéos que j'ai mis. Il y a la partie comment je travaille, après il y a tout un tas de soins, comme ça, chacun peut voir si ça résonne ou pas. Super. Mathilda, merci beaucoup, du coup, d'avoir été, fait partie de l'émission aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à toi Rémi, d'ouvrir ces espaces. Je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao. Pour continuer l'aventure, ça se passe juste ici. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça aide vraiment.